c'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de... Alors, je ne dis pas du tout que, d'abord, Gainsbourg l'a sûrement pas composé pour la personne que vous allez entendre, mais enfin, c'était intéressant quand même. C'est le député LRM Dominique Da Silva, qui est député de la 7e circonscription du Val d'Oise, et qui est à la commission de l'Assemblée nationale des affaires sociales, ambassadeur des retraites, entrepreneur. Il était sur BFM TV samedi pour un débat, évidemment, comme toujours, sur la retraite. Donc, parle-t-on actuellement, sinon sur la réforme de la retraite. Et voici ce qu'il a dit, Dominique Da Silva. Je ne pense pas que les Français puissent croire un seul instant qu'avec un allongement, ou alors il faudrait espérer un coronavirus qui viendrait atteindre les plus de 70 ans, parce que je ne vois pas comment on pourrait équilibrer... C'est joli. Non, mais ce que je veux dire par là... C'est bien comme argument, ça, les Français vont apprécier. Mais justement, non. Oui, non, mais on voit bien qu'il a dit ça. Bon, il est pour l'allongement de l'âge de la retraite, et il a dit, évidemment, c'était une boutade. S'il y a la chance que, effectivement, le coronavirus se répande, les plus de 70 ans, etc. Problème, d'accord, c'est que, même dans l'humour, c'est vrai que il faut faire attention à ne pas toucher les mythes, et puis il n'y a pas que les plus de 70 ans, hélas, qui sont atteints du coronavirus. Tout le monde peut être atteint, y compris les jeunes, y compris les bébés, du coronavirus. Disons franchement, Dominique Da Silva, que c'était, allez, pour le moins douteux. Mais enfin, on vous accorde justement le bénéfice du doute. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Moi je suis Michou, Miss Tigre et Miss Tinguette, mi-coq à mi-coquette, mineur, mignon, minette. Moi je suis Michou, mi-mauve, un militaire, mais j'aurais mis... Écoutez, un hommage à quelqu'un qui, pendant 60 ans, c'est le dernier des Mohicans, a tenu un des derniers cabarets de Paris, un vrai cabaret, qui a inventé le transformisme, qui a inventé effectivement tous ces travestis qui se déguisaient en grandes vedettes du spectacle, et c'était magnifique. Je dois dire que Michou, c'était vraiment, pour tous ceux qui sont passés par Paris, qui sont parisiens, très peu ne sont pas allés au moins une fois chez Michou, et c'était quelqu'un de formidablement ouvert, magnifiquement plus que sympathique. C'était quelqu'un qui avait le sens de l'amitié. Je voudrais dire quelque chose. Une fois par mois, il invitait tous les déshérités, les pauvres du quartier, et il faisait un spectacle et un déjeuner gratuit chez Michou pour pour plusieurs sans-abri. Oui, enfin surtout, oui, pauvres déshérités du 18e de Montmartre et de la rue des Abbesses et de la rue des Martyrs, où est Michou. C'était quelqu'un de formidable, et vraiment on le salue l'artiste, et j'espère que tu continues tes spectacles là-haut, avec Saint-Pierre, Saint-Émilion, Saint-Pourçain et Saint-Amour. Au bistrot des copains comme de juste. En tout cas, si vous aussi vous avez des souvenirs d'abord des spectacles de Michou, vous nous appelez pareil 0826 300 300 et vous viendrez témoigner auprès d'André Berkoff à partir de 13h sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour leur place à l'invité d'André Berkoff, on accueille tout de suite Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, essayiste et auteur de ce livre, Les Traîtres. C'est publié chez Pierre-Guillaume Deroux. Yvan Rioufol, alors, est-ce que vous avez... Moi, je me suis demandé si Yvan Rioufol n'a pas eu, à un moment donné, le syndrome de Nadia Lindenberg, vous savez, qui avait écrit un livre qui s'appelait Les Néo-Réacs. Alors, c'était évidemment de l'autre côté, qui dénonçait effectivement les réactionnaires, c'était il y a 15 ans à peu près. Et alors, vous n'y allez pas de main morte, vous dites les traîtres. Les traîtres, alors c'est écrit à la Rioufol, ça veut dire c'est toujours très enlevé, et je dois rappeler quand même que Yvan Rioufol, pendant des années, prêchait dans le désert. Il était quand même le seul, on le traitait de tous les noms, parce qu'il disait des choses, il y a 15 ans, même 20 ans, et un peu plus, que aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mais à l'époque, il était vraiment pratiquement le seul à dire, en tout cas dans les journaux. Et alors, c'est qui les traîtres, Yvan Rioufol ? Ce sont tous ceux qui nous ont abandonnés. Ce sont ceux à qui on a fait confiance, en votant pour eux, parce que c'est vrai qu'on a participé dans le fond à cette trahison-là, un peu par abus de confiance, et ce sont tous ceux qui nous ont fait croire qu'ils allaient défendre la France, défendre son peuple, et qui en réalité ont trahi la France, ont trahi son peuple, ont trahi la nation, ont abaissé les frontières, ont fait venir des peuples qui nous détestaient, et tout ceci crée aujourd'hui une crise existentielle qui va bien au-delà de la crise économique et sociale. Donc j'ai appelé ça les traîtres, avec en plus... En souvenir, le livre qui avait été écrit dans les années 20 par Julien Bada, qui s'appelait « La trahison des clercs »,
Je ne me compare pas du tout à Benda ni à la trahison des clercs, mais dans la trahison des clercs, Benda, lui, mettait en cause le fanatisme nationaliste, et il visait l'Allemagne en disant ce fanatisme nationaliste est porteur de guerre. On peut en discuter, et en effet, il y a eu des guerres. Moi, je prends la position inverse en mettant en cause aujourd'hui le fanatisme universaliste, le fanatisme mondialiste, qui lui, aujourd'hui, est porteur de guerre. C'est-à-dire que quand j'entends le nationalisme, c'est la guerre, je réplique que non, aujourd'hui, c'est le multiculturalisme qui est la guerre. Oui, mais alors, Yvan Rioufol, soyons un peu plus précis. J'allais vous dire des noms, parce que vous en donnez des noms dans votre livre. Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est-à-dire, non, si j'avais à donner des noms, d'abord, je ne suis pas un journaliste de gauche, je ne donne pas de nom. Vous savez, je ne dénonce pas. C'est Guy Debord qui disait ça. Je ne dénonce personne, je ne suis pas un journaliste de gauche. Voilà. Donc, je ne dénonce pas vraiment des personnes. Enfin, je donne quand même des noms, naturellement. Par exemple. Jacques Chirac, Macron, Sarkozy. Chirac, parce qu'il nous a fait croire qu'il était de droite alors qu'il était de gauche. Sarkozy, parce qu'il a été élu à droite et il s'est ouvert à gauche. Macron, parce qu'il nous dit défendre la France et il la vend au communautarisme. Donc, voilà des beaux traîtres. Mais j'ai surtout voulu dénoncer l'idéologie sous-jacente à cette traîtrise, à cette manière qu'ont eu une succession d'élites au gouvernement, mais de médias également, depuis 40 ans, de ne plus voir quelle était la souffrance des Français, telle qu'elle a été révélée par les Gilets jaunes, parce qu'il faut parler des Gilets jaunes, ça a été pour moi l'élément déclencheur d'une prise de conscience. Oui, vous étiez vous avez été très sympathisant peut-être avec les Gilets jaunes. Je me suis immergé totalement dans ce mouvement des Gilets jaunes, enfin dans le mouvement des Gilets jaunes, canal historique si je puis dire. Je me suis ensuite désolidarisé de la récupération qui a été faite très habilement par l'extrême gauche dans les derniers mois, mais j'ai trouvé que les Gilets jaunes ouvraient les yeux sur cette France abandonnée, cette France qui avait été négligée et même qui avait été considérée comme étant déjà morte. Cette France périphérique, cette France rurale, cette France française, cette France qui représente 60% de la démographie, si l'on en croit. Oui, 55%. Le géographe Guy, lui, la situe à 60% de cette France périphérique. Et donc, depuis très longtemps, journalistiquement, moi, j'ai toujours tenté d'être le porte-parole de ces Français oubliés, de ces Français qui n'arrivaient pas à répercuter leur vie dans les médias, notamment, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et donc, évidemment, quand j'ai vu cette France sortir dans les rues, d'abord, je n'ai pas été surpris, parce que je l'avais annoncé, et je le démontre dans le livre. Mais ça, c'est pas du tout pour me flatter, mais c'est simplement pour dire que c'était visible à l'œil nu. Et surtout parce que j'ai vu que cette France-là jetait bas les masques de ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire qu'il y a une telle répulsion, une telle haine du gouvernement, de Macron, de tous les élites, des médias, vis-à-vis de ces pauvres-là, qui simplement réclamaient leur place dans la République, que je pense que cette République-là s'est déconsidérée et a montré à quel point elle les avait trahis. C'est vrai qu'il y a eu une espèce d'hostilité, voire de haine très forte dès le départ. Une haine de Macron. La foule homophobe. La foule haineuse, les fascistes. Les Gaulois réfractaires. Ça encore, c'était pas le pire, mais on a été traités d'antisémites, rappelez-vous, d'antisémites, de racistes, d'homophobes, etc. La lèpre qui monte, les bruns qui... Les rouges bruns, enfin oui. Ou les rouges bruns, ou je ne sais quoi, Darmanin avait parlé de je ne sais plus quoi, la peste brune. Enfin, tout ça parce que vous aviez une société française, une majoritaire, en tout cas présumée majoritaire, qui osait relever la tête et qui osait dire maintenant on ne joue plus le jeu et on ne se laissera pas conduire à notre propre dissolution. Alors juste une question quand même, Yvan Rioufol, on va avoir le temps quand même de développer tout cela. Quand vous expliquez, et on va revenir après au clair, à la cléricature, mais parlons de la noblesse d'État. Comment vous expliquez que au fond, ça n'a jamais eu le même effet quand il y avait dans les cités, les banlieues des soulèvements, il y en a eu, 95 et autres, et quand on a l'impression qu'on s'est occupé. Est-ce que c'est parce que les Gilets jaunes sont venus au centre de Paris ou dans les centres urbains dérangés, alors que les autres sont dehors chez eux, dans les quartiers des territoires dits conquis ou perdus de la République? Et comment ça se fait qu'il y a eu une telle hostilité, une telle haine dès le départ? Moi, je pense que je fais le diagnostic qu'il n'y a eu non pas une lutte de classe, mais une lutte entre les enracinés et les déracinés. C'est ce qui fait comprendre, me semble-t-il, ce mouvement-là. C'est-à-dire que s'il y avait eu une lutte de classe, nous aurions vu une convergence entre les cités
et le monde rural et le monde périphérique. Or, ces deux mondes-là se sont non pas opposés, parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre les deux. Et puis, il y a eu à la marge... Ils sont ignorés, enfin. Et à la marge, les cités les ont rejoints, mais plutôt pour le pire, c'est-à-dire pour des pillages de fin de parcours. Et puis, il y a eu quelques éléments des cités qui sont venus par empathie. Mais fondamentalement, ce sont deux mondes, en effet, qui se sont ignorés. Et de savoir pourquoi ils se sont ignorés, c'est une question fondamentale à poser. Et je pense que les Gilets jaunes, canal historique, ont montré qu'il y avait toute une partie de la France qui avait été sciemment oubliée de la part des politiques de droite et de gauche. Les traites sont à droite et à gauche, au profit précisément de cette nouvelle France multiculturelle, de cette France des cités, de cette France qui a bénéficié à travers la politique de la ville, développée depuis les années 70, de 100 milliards, près de 100 milliards de subventions, alors même que la France rurale, la France périphérique, n'a pas reçu un rotin ou quasiment rien, et même au prix d'aménagement du territoire complètement farfelu, on vu les écoles se fermer, les hôpitaux, etc., les maternités, vous connaissez le truc. Ouais. Et donc, ça a été également ça n'a pas été une révolte du tout qui a mis en cause la contre-société qui s'est installée, mais c'est une révolte qui a réclamé un minimum d'équité, dans le fond. Quand ils réclamaient le référendum, etc. Le référendum, d'avoir leur place. C'était un mouvement très intéressant, parce que c'est un mouvement profondément démocratique qui a réclamé la démocratisation de la démocratie. Donc quand j'entends les élites dire que c'était un mouvement quasi fascistoïde, totalitaire, on a entendu ça, c'était à ne rien comprendre de ce qu'est ce mouvement-là. C'est un mouvement, au contraire, qui réclame le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est-à-dire qui réclame l'application très stricte de l'article 2 de la Constitution française. Je crois que c'est l'article 2 ou l'article 2. Absolument. Yvan Rioufol, on se retrouve tout de suite après ceci. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons notre conversation avec Yvan Rioufol pour Les Traîtres, un livre dans sa manière, un livre polémique, mais en même temps polémique, passionnant et surtout bien documenté sur ce qui se passe aujourd'hui. Et Yvan Rioufol le disait, en fait, c'est pas une des classes qui oppose la classe ouvrière, je veux dire, aux nantis, mais c'est les gens de quelque part et les gens d'ailleurs. Ce que quelqu'un disait, je me rappelle plus qui disait, les gens des arbres et les gens des pirogues, les nomades et les sédentaires, etc., sans aller trop loin. Mais Yvan Rioufol, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans quelque chose qui est très étonnant, parce que sur cette histoire des Gilets jaunes, restons parce que c'est pas fini, il y a eu effectivement peu d'intellectuels qui ont pris leur défense, il y en a eu quand même, vous et beaucoup d'autres, mais il y en a eu, enfin bon. Mais qu'est-ce qui fait justement, et je pense à certains de nos bons 68ards, qui battaient le pavé, c'est le cas de le dire, il y a un demi-siècle, et qui là, on dit, ah là là, les Gilets jaunes, c'est terrible, c'est atroce, c'est réactionnaire, etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a pas que les 68ards, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'ils ont appris à bouffer? Parce qu'ils sont dans le système d'une manière totale, irrévocable, et qu'ils ne supportent pas que des gens se soulèvent? C'est quoi? Moi, je pense que tous ces 68ards qui auraient pu venir en appui à cette révolte d'un peuple, c'était quand même une révolte sociale, une révolte identitaire, mais une révolte sociale. En plus, la révolte des plus démunis, pas les plus pauvres, mais les plus démunis. Un humaniste aurait dû, normalement, avoir une empathie immédiate. Or, on s'est rendu compte, en effet, que ce mouvement... d'abord, n'a pas réussi à agréger les mouvements des cités. À Paris qui avait une place prépondérante dans les révolutions précédentes, est resté derrière ses rideaux à regarder cette foule qui empêchait les Parisiens de faire ses courses. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de Parisiens dans les dizaines de milliers de manifestants? Il y en avait 4 ou 5, mais on les voyait de loin. Ils étaient mieux habillés que les autres d'ordinaire. Non, les Parisiens ne sont pas venus. Les Parisiens ont eu peur et les intellectuels ne sont pas venus non plus. Pourquoi? Parce que je pense que cette France silencieuse, cette France qui ressuscitée, cette France renaissante a été depuis 40 ans, 50 ans considérée comme, dans le fond, la France pétainiste. C'était la France, la France qui pue, la France qui sent le rance, la France rancie, la France qui était attachée à sa propre culture. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que même si cette foule dans les rues n'a pas eu beaucoup de slogans, à travers ces drapeaux français, à travers ces drapeaux régionaux, à travers ces casques un peu ridicules, avec ces tresses blondes qui voulaient suggérer qu'ils étaient descendants des Gaulois, à travers les bonnets phrygiens, on voyait ça dans les manifestations. On voyait bien que c'était une France qui entendait se raccrocher
à sa mémoire collective, et à cette mémoire collective qui était une mémoire gauloise, une mémoire révolutionnaire et une mémoire française. Or, tout ceci est quelque chose qui est indicible, en tout cas pour les descendants, les vieux schnocks de mai 68, parce qu'eux, ils ont plaidé pour une France universelle. Et donc, ça a été le premier mouvement, de mon point de vue, le premier mouvement anti-mondialisation, anti-universaliste, avec un paradoxe, c'est que je pense que la France est en train, dans cette manière très révolutionnaire qu'elle a de mener le monde, est en train d'imposer, alors c'est un paradoxe, mais comme idée universelle, l'enracinement. L'enracinement devient une idée universelle à travers les excès de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on retrouve cette idée-là, je termine, retrouve cette idée-là partout ailleurs, dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Amérique du Sud. J'allais vous poser la question, justement. J'allais dire qu'il n'y a pas qu'en France, regardez l'Italie, l'Angleterre du Brexit, Exactement. Trump et en Amérique, etc. Ce sont des besoins d'enracinement, mais ces besoins d'enracinement sont tellement compris par le monde entier que c'est un besoin qui devient universel. Et en cela, Macron n'a absolument rien compris depuis le départ de ces grands mouvements de fond qui balayent la société européenne, la société française notamment, quand il s'est présenté comme étant un progressiste, universaliste et mondialiste. C'est très exactement ces trois termes que réfutent les Gilets jaunes, enfin, ils ne le verbalisaient pas comme ça, mais c'est comme ça que vous pouvez le comprendre, mais que réfutent également tous ces peuples qui sont plus structurés dans leur démarche politique. Je veux parler du peuple américain, qui, quand il invente une sorte de conservatisme national, ou les pays de l'Est, qui également non plus... Patriotes, souverainistes, etc. Voilà, patriotes, souverainistes, libéral, et en même temps social. C'est-à-dire qu'il y a également cette question sociale qui est apparu, qui a été également négligé par la gauche, qui a oublié non seulement la nation, mais qui a oublié le peuple, en disant que ce peuple, qui était un peuple ignoré, n'avait dans le fond comme droit que celui de disparaître. D'ailleurs, au profit des minorités. Vous parlez du think tank Terra Nova. Alors, le think tank Terra Nova a théorisé pour le Parti socialiste. Alors, rappelons en deux mots, le think tank Terra Nova, c'était en 2011 ou 2012, je ne sais plus, pardon, 2011 je crois, a théorisé, a suggéré au Parti socialiste d'abandonner précisément la classe prolétaire, la classe blanche prolétaire, qui commençait à voter au Front National, pour lui suggérer d'aller plutôt vers les cités, vers les banlieues, vers les jeunes, vers les femmes, vers les minorités. Ou les minorités sexuelles. Les minorités sexuelles, etc. Et c'est ce qu'a fait le Parti socialiste, en effet, en alimentant le communautarisme et en alimentant parallèlement le ressentiment de toute cette classe ouvrière française, les petits blancs, pour aller vite si vous voulez, ces petits blancs qui ont vu qu'ils n'intéressaient plus ni la droite ni la gauche. Et donc, en effet, ce sont les partis populistes qui se structurent aujourd'hui, qui ont très bien compris quelle était l'évolution de la société. Et moi, je n'ai aucune pudeur à me définir également comme étant populiste, dans la mesure où populiste, ça veut dire simplement d'écouter ce que disent les gens. Bon sang, c'est pas compliqué d'écouter quand les gens souffrent, il faut tout de même les écouter. Or, il y a maintenant... Et on appelle ça populiste. Et on appelle ça populiste. Mais moi, je veux bien reprendre ce mot de populiste. Il ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve ça très... Mais on pourrait dire simplement une démocratie ouverte, une démocratie normale. Que d'entendre les gens qui ont des choses à dire. Et en plus, ce qu'ils ont à dire, ces gens-là, est tout à fait respectable, c'est tout à fait légitime. C'est de dire qu'il faut revenir à la nation, revenir aux frontières, revenir à l'écoute des gens, revenir à l'écoute des plus malheureux. Et ceci, il n'y a rien de fasciste là-dedans. Alors, Yvan Rioufol, vous qui connaissez, vous êtes dans les médias depuis longtemps, vous êtes au Figaro depuis combien de temps d'ailleurs? Je suis entré au Figaro en 85, mais avant, j'ai fait beaucoup de presse locale et ça m'a beaucoup servi dans ma démarche. Oui, c'est vrai que ça sert, la presse locale, et c'est très important aussi. Ce que je voulais savoir, quand vous expliquez parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, l'aveuglement d'un certain nombre de ce qu'on appelle les élites, et je ne suis pas anti-élite, mais comment on explique que c'est parce qu'ils vivent absolument, enfin ils ne sont pas tous hors sol, comment n'ont-ils pas vu, ne sentent-ils pas tout cela? D'abord, je ne rejette pas tous les élites et je récuse le procès qui serait de dire vous ne voulez pas que les élites aient leur mot à dire. Non, je pense que les élites sont très importantes. D'ailleurs, à la conclusion de mon livre, j'appelle les élites à se ressaisir et à faire preuve d'empathie auprès des plus malheureux. Maintenant, pourquoi les élites ne voient rien? C'est tout simplement parce que l'idéologie rend aveugle. C'est cette idéologie qui est l'idéologie mondialiste, le diversitisme tel que je l'appelle, c'est cette idéologie qui a prétendu qu'il fallait obligatoirement accompagner la mondialisation au point de s'oublier soi-même, au point de culpabiliser même ce que nous étions. Vous voyez les déclarations même très récentes du président de la République, avalisant le fait qu'il y avait un séparatisme en France, avalisant le fait que la France devait s'excuser de son passé colonial,
Algérie, comparant l'Algérie, la Shoah, etc. Oui, etc. Donc il reproduit très exactement cette vieille idéologie qui est de dire que la France a fait son temps aujourd'hui et qu'elle doit s'ouvrir à tous ceux qui ont été malmenés par elle-même sans qu'il y ait l'once d'une réciprocité. Parce que même si la France a été coloniale, elle n'a pas été la seule. Mais c'est quoi? C'est masochisme, c'est repentance, c'est quoi? C'est une détestation de ce que l'on est. C'est vraiment cette haine de soi. La haine de soi, bien sûr, c'est la haine de soi. C'est cette idéologie diversitaire qui, par une sorte de dialectique post-marxiste, a décidé que ce n'était que le dominant, et entre le dominant et le dominé, c'était le dominé qui devait maintenant imposer cette nouvelle tyrannie du peuple, cette tyrannie des minorités. Comme il y avait un peu une dictature du prolétariat dans la précédente dialectique marxiste, et là, il y a une sorte de tyrannie des minorités. Et nous vivons aujourd'hui, depuis maintenant 20 ans, 30 ans, sous la tyrannie des minorités. Alors justement, je vais vous dire, c'est presque une postface à votre bouquin, mais vous en parlez déjà. Que pensez-vous? Il se passe quand même quelque chose d'intéressant. Bon, le mouvement des Gilets jaunes est toujours là, mais on sait qu'il n'est plus le même. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il a été un peu récupéré par un certain nombre de mouvements politiques. Mais vous avez vu ce qui se passe avec les avocats, avec les médecins, avec tout un corps intermédiaire en ce moment, qui jette leur robe, qui jette leur blouse, qui réagit à sa manière, les retraites au flambeau, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir aujourd'hui une partie de cette classe moyenne qui va s'effacer à tort ou à raison ses retraites, enfin même ses caisses spéciales, etc., même si c'est pour des motifs extrêmement matérialistes. Mais est-ce qu'il peut y avoir non pas convergence, mais enfin non pas coagulation, mais quelque chose qui peut se passer du point de vue... Moi je le crois, c'est le mouvement des Gilets jaunes s'est essoufflé dans sa première version, mais on est appelé à poursuivre les lignes. Et dans mon livre, j'appelle précisément tous les Français à poursuivre les lignes, à poursuivre le combat d'une autre manière. Et ce que font les avocats, ce que font les infirmiers, enfin tous ceux qui aujourd'hui descendent dans la rue, même si ce n'est pas verbalisé ainsi, poursuivent ce combat d'insurrection. C'est un combat. Pour moi, c'est une révolution qui s'est engagée à travers le premier mouvement. Une véritable révolution. C'est une révolution dans la mesure, et une révolution conservatrice. C'est-à-dire, il faut prendre ça, la révolution, au premier sens du terme, revolveré, qui veut dire revenir en arrière. C'est-à-dire, c'est un refus de la mondialisation, un refus de la tyrannie de ces élites qui ne comprennent rien, et une exigence à vouloir entendre ce que les peuples ont à dire. Et ceci est déclinable partout. Et vous pensez dans la classe moyenne, comme chez les avocats. Vous pensez qu'en France, ça peut être irréversible? C'est appelé à durer et à... Alors, je peux me tromper, mais je fais le pari que c'est irréversible, en effet. C'est irréversible pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas besoin, à la limite, d'argumenter pour voir les désastres qui ont été produits par 40 ans d'idéologie diversitaire. On voit bien que la France se fracture, que la France est en train de se diviser, de se s'archipéliser, qu'on se dirige vers des guerres civiles. Et donc, il faut être fou pour penser qu'il faut poursuivre, ne serait-ce que dans cette immigration aveugle, même si le problème n'a pas été posé de cette immigration chez les Gilets jaunes, il était également sous-jacent dans la mesure où cette France blanche ne voulait pas disparaître. Blanche parce que, oui, elle était majoritairement blanche, mais enfin, ce n'était pas un critère non plus d'analyse. Et donc, oui, je pense que c'est irréversible et que le macronisme est vraiment le reliquat d'un ancien monde qui aurait dû disparaître d'ailleurs depuis longtemps. Donc je ne fais certainement pas le pari que le macronisme gagnera. Ou s'il gagne, ce sera en fonction avec l'usage de la force peut-être policière et avec l'usage d'une terreur intellectuelle qui voudra faire croire que ceux qui se réclament davantage de démocratie seraient en définitive les vrais fascistes ou les vrais antisémites, ce qui est vraiment une aberration. Mais je fais confiance à l'intelligence des Français. Oui, ça s'appellerait un État totalitaire, mais on peut espérer qu'on n'en arrive pas là, franchement. Non. À tout de suite avec Yvan Rioufol et les auditeurs. Et je rappelle d'abord que Yvan Rioufol est l'auteur de ce livre, Les Traîtres. C'est publié chez Pierre-Guillaume Deroux. Vous pouvez vous le procurer évidemment dans toutes les librairies que vous trouverez, vous qui écoutez Sud Radio. Malheureusement, pas toutes les librairies. Vous avez quelques librairies qui ne le présentent pas. Bon, mais c'est bien, ça fait la force des réprouvés, ça. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver toutes les... Mais vous pouvez regarder sur Internet. Il faut le réclamer dans toutes les librairies. Il faut le réclamer. En tout cas, voilà. On vous a donné à entendre, écoutez, une partie de ce livre et de l'esprit de ce livre. On est toujours avec André Berkoff et Yvan Rioufol sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Vous êtes déjà nombreux d'ailleurs à nous appeler pour poser plusieurs questions à notre invité Yvan Rioufol qui va rester avec nous sur Sud Radio. Donc on se retrouve dans quelques instants juste après les informations et aussi on fera un point sur la météo. Et à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et on continue de vous attendre, auditeurs de Sud Radio, avec
Yvan Rioufol, et sur tous les sujets qu'on a abordés. Et ils ont été, comme vous le savez, très nombreux. Et je vous rappelle qu'Yvan Rioufol nous présente son livre Les Traîtres, publié chez Pierre-Guillaume Deroux. 0826 300 300 donc. On retrouve Olivier du Val-de-Marne tout de suite. Bonjour, Oui. Monsieur Berkoff et Monsieur Ruffiol. Oui, bonjour Olivier. Bonjour, je partage beaucoup de ce que dit votre invité, puisque moi je suis plutôt zémourien dans l'esprit. Ouais. Et évidemment, ils sont dans le même journal, en l'occurrence, donc ils se croisent régulièrement, je pense, en tant que personnel du Figaro. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles. Et, à la rigueur, Éric Zemmour se prend des procès régulièrement pour des choses parce qu'il ose dire la vérité. Maintenant, c'est vrai que ce que sort comme bouquin Monsieur Ruffiol, il y a Rioufol, excusez-moi. Voilà, je vous en prie. Il y a un parallèle, il y a un monsieur qui est le fondateur de Riposte Laïque, qui a sorti un bouquin il y a quelque temps, et ça s'appelle « Et la gauche devint la putain de l'islam ». Il s'appelle monsieur Pierre Cassin, et il est un peu comme monsieur Zemmour, il se prend des procès parce qu'il dit une certaine vérité, et le bouquin est un peu choc dans l'esprit, mais ça montre aussi les traîtres qui sont vendus à cette idéologie évidemment diversitaire, mais aussi surtout communautariste. Maintenant, la gauche a bien abandonné l'électorat ouvrier, comme vous l'expliquez. Terra Nova est un think tank, mais qui est aussi financé par l'organisation de George Soros, il faut le savoir. Ça, c'est l'Open Society, oui. Exactement. Moi, je tombe une fois sur une page de Terra Nova, j'ai été sidéré, et l'Open Society finance différentes personnes, dont plus de 200 députés européens. Alors justement, Olivier, je crois qu'Yvan Rioufol, vous en parlez de George Soros dans votre livre. Enfin, il fait partie de ceux, mais l'auditeur l'a très bien dit, il fait partie de ceux qui financent en effet ou qui promeuvent cette idéologie diversitaire qui est la plaie aujourd'hui des sociétés occidentales, dans la mesure où elles sont très vulnérables par ceci. Mais pour revenir à la réflexion de l'auditeur, moi, quand j'ai écrit Les Traîtres, c'était aussi pour dire qu'il ne fallait pas désigner comme bouc émissaire, et je ne fais pas du tout du politiquement correct quand je dis ça, il ne fallait pas désigner comme bouc émissaire les immigrés ou l'islam radical qui, eux, seraient les fauteurs de troubles. Les vrais fauteurs de troubles, comme je le dis dans mon livre, ce sont des Français qui portent des prénoms français, et ce sont eux qui ont fait en sorte qu'ils ont créé ce grand vide identitaire qui est la France, dans lequel aujourd'hui se précipitent naturellement tous les immigrés En fait, vous avez la phrase d'Einstein, vous dites ce qui est pire, c'est pas ceux qui font le mal, c'est ceux qui laissent faire. Voilà, j'aurais pu effectivement citer Einstein. Et donc, j'ai moi, par rapport à Zemmour, puisqu'on faisait ce parallèle, je suis moins radical que Zemmour, en tout cas sur la position face à l'islam. Je dénonce depuis très très longtemps, et comme il le fait également, les perversités et l'islamisme radical. Mais encore une fois, je mets en garde tout de même sur cette facilité qu'il y aurait à vouloir absolument rejeter le musulman, parce que c'est un petit peu aussi ça que l'on pourrait entendre, non pas chez Zemmour, mais en tout cas chez ceux qui seraient trop radicaux. Alors, moi, je pense qu'il suffit de vivre la vie quotidienne pour voir que vous avez aujourd'hui des musulmans qui se sont intégrés, peut-être même assimilés. Je préférerais qu'ils s'assimilent. Mais voilà, j'ai quand même juste cette petite réserve, cette petite prudence-là qui me paraît quand même essentielle. Sinon, on alimente, en effet, autrement, on alimente des conflits qui risquent d'être inévitables. Olivier, vous vouliez ajouter quelque chose? Depuis 1980, on a abandonné un système qui s'appelle l'assimilation. Oui. Moi, je pense que les racines du mal, elles partent aussi depuis l'accession de Mitterrand au pouvoir. C'est-à-dire que quand il est arrivé au pouvoir, il a instauré évidemment SOS Racisme, qui est une mafia monumentale qui a instigé les gènes de ce que on est en train de se prendre en pleine baffe, comme on dit actuellement. Tout l'aspect séparatiste, tout l'aspect communautariste, parce que c'était déjà sous-jacent. Mais le fait d'avoir abandonné l'assimilation, et je rejoins ce que dit Monsieur Rioufol, c'est-à-dire il y a des personnes musulmanes qui sont intégrées, mais c'est pas une immense, enfin c'est plutôt majorité. Il y a une partie qui est silencieuse, et malheureusement l'Oumma, la communauté musulmane, ne se lève pas pour protester, pour dire basta les territoires qui sont perdus, etc. Il y a un silence assourdissant qui est triste à entendre, mais ce séparatisme et puis ce risque de guerre civile est véridique. Moi, je ne veux plus de président de la République. Je vous dis clairement, honnêtement, je veux un général à la tête de l'État. Je suis peut-être radical dans ma façon de le dire, mais je souhaite une personne qui fasse un coup d'État militaire. La plupart des sous-officiers des casernes françaises ont voté pour Marine Le Pen. Il y a un sondage qui a été fait il y a quelque temps, il y a 80% des casernes militaires françaises qui ont voté Marine Le Pen. Ça en dit long. Les plutocrates, les généraux 5 étoiles qui ont
complètement déraciné par rapport aux sous-officiers. Il y a quelques anciens généraux qui sont à la retraite qui ont fait peur à Macron lors de la crise des Gilets jaunes en disant si vous voulez pas le pouvoir, on le prend et on va gérer la France. Macron est en train de, pardon l'expression, chier dans son froc. Et moi, j'aspire à ce qu'un général prenne le pouvoir et remette le pays dans l'état. Alors, je ne sais pas, vous allez loin, Olivier, mais c'est tout à fait, et Sud Radio, c'est toutes les opinions, donc vous avez tout à fait le droit à la vôtre. Est-ce qu'on est au bord, parce que c'est vrai que l'opinion d'Olivier, on l'a déjà entendu, on dit, mais on a besoin d'un homme fort, vous savez, le besoin d'un homme fort, le besoin d'une autorité, Yvan Rioufol. Est-ce qu'il n'y a pas quand même la tentation de, effectivement, je ne dis pas de l'homme providentiel, mais enfin de l'homme qui aura l'autorité, rétablir l'ordre et refaire France? Écoutez, alors moi c'est un sentiment personnel, je ne crois pas à l'homme providentiel et je ne crois surtout pas à des coups d'État, parce que si vous commencez à argumenter sur le coup d'État, vous prêtez le flanc à tous ceux qui disent que dans ce mouvement d'insurrection, il y a un mouvement qui dans le fond pourrait devenir très totalitaire. Moi j'ai toujours cette phrase d'Albert Camus qui dit attention, quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais c'est pas pour prendre des nouvelles. Je voudrais pas qu'on tombe précisément dans cette facilité-là. Moi je suis profondément libéral, profondément démocrate, et je pense que la source le remède, le contrepoison, il est au cœur du peuple raisonnable, au cœur du peuple français. Et donc, mais s'il n'est plus représenté, vous le dites vous-même. Précisément, il faut qu'il soit représenté. Il faut réfléchir précisément à ouvrir la démocratie asphyxiée à des procédures, à des process de référendum, de proportionnalité, etc., de faire en sorte que cette démocratie représentative, que je ne rejette pas du tout, parce que je pense qu'il faut la garder, mais qu'elle soit vraiment représentative et qu'elle s'appuie sur un socle. Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel, mais en revanche, je crois à des solutions d'unité nationale. Alors ça, oui, je pense que ça devient de plus en plus nécessaire, dans la mesure où on ne peut plus demander à une seule personne d'avoir la science infuse. Vous voyez bien comment Macron se fourvoie. Oui, sauf que le vrai problème, quand même, ici, c'est le problème de la Ve République. De Gaulle l'avait fait à son image et à sa taille, et tant que vous aurez une Ve République où tout repose quand même sur le personnage du président de la République élu au suffrage universel. Alors si c'est un type formidable, très bien, ou une femme d'ailleurs. Réfléchissons. Moi je ne suis pas du tout attaché au symbole, au tabou. Là, pour moi, la Ve République n'est pas un tabou. Si vraiment on me démontre que la Ve République est un obstacle, en effet, à l'expression des peuples, je n'en suis pas convaincu, mais pourquoi pas? Moi, il me semble que le véritable obstacle aujourd'hui, ce ne sont pas tellement les institutions, mais c'est ce blocage intellectuel qui est celui de cette idéologie qui nous a aveuglés. Donc je pense que l'ennemi à combattre aujourd'hui, ce sont les idéologues, ce sont ces traîtres. Ce sont ces traîtres-là. Dont vous parlez. Oui, absolument. Et une fois que l'on aura mis à jour leur mécanisme, si je puis dire, ensuite on pourra reconstruire quelque chose. Mais on ne peut pas commencer par la fin, si vous voulez. On ne peut pas commencer en disant il faut un homme fort, si l'on ne sait pas ce qu'il va défendre, quelle est sa ligne, etc. Donc il faut repenser une idéologie et en s'inspirant de ce qui se passe normalement aux États-Unis. Mais je vous rappellerai ce que disait Marx, comprendre le monde, on ne fait que ça. Le changer, il faudrait quand même quelques personnes qui l'incarnent. On va entendre Bernard. Bernard, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bertrand. Bonjour. Bonjour, monsieur Rioufol. Je suis très, très, très satisfait d'entendre monsieur Rioufol dénoncer tout ce qu'il dénonce depuis de nombreuses années. J'ai bientôt 49 ans. Ça fait des années que je le suis. Je suis patriote. Je suis quelqu'un d'intègre au niveau patriotique. Et on ne peut pas me jeter la pierre. On ne peut pas me reprocher de quoi que ce soit. On parle beaucoup d'antisémites et de tout ce qui va ensemble depuis quelque temps. On n'arrête pas de célébrer. Il faut savoir que moi, j'ai été victime pour avoir dénoncé un crime. J'ai fait 2000 jours de prison pour avoir dénoncé un crime antisémite, M. Rioufol. Qui est le maître d'œuvre? C'est François Hollande. D'accord? C'est quand même grave. La Cour européenne a rejeté mon dossier quand je demande réparation. Voilà l'État. Jacques Chirac, ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a supprimé le service national, et à la place, Sarkozy a éradiqué presque les douaniers, du moins, il les a mis un peu en retrait. Aujourd'hui, on a quoi qui fonctionne bien en France? C'est le trafic de drogue. Voilà l'état de la société. Les entreprises qui ont passé à 35 heures, économiquement, c'est une tuerie, parce que je suis dans le monde de l'entreprise. On a pris des claques à tout va avec les 35 heures. Ça, par contre, il n'y a pas de compensation possible. Voilà un peu la situation. Et j'aimerais bien avoir une discussion avec M. Rioufol plus tard, s'il veut bien communiquer avec moi.
Bien sûr, Bernard, mais attendez, il va vous répondre là, parce que vous écoutez. Juste sur cet aspect de l'antisémitisme et de ceux qui les dénoncent. Nous vivons aujourd'hui même le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Et donc, tout le monde, naturellement, prend prétexte de ceci, et a raison, pour mettre en alerte sur l'antisémitisme. Mais si vous examinez bien la teneur du discours politique français et la teneur du discours politique du président de la République et du gouvernement, cet antisémitisme serait un antisémitisme dilué qui n'est pas nommé. Or, aujourd'hui, s'il y a un nouvel antisémitisme, il est porté par la culture islamique. Et de ceci non plus, on n'ose pas en parler. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'intellectuels, beaucoup de commentateurs, d'hommes politiques, et singulièrement le président de la République lui-même, qui laisse comprendre que l'antisémitisme qui a tué, qui a fait ses horreurs durant la guerre, serait à peu près le même, c'est-à-dire un antisémitisme d'extrême droite, pour aller vite. Or, ceci n'est pas vrai. L'antisémitisme a muté, si je puis dire. Certes, il reste un antisémitisme d'extrême droite, certainement, chez quelques fantômes, beaucoup plus résiduel, résiduel, et qui ne tue pas, tandis que l'antisémitisme qui tue, c'est l'antisionisme. Enfin, il tue sous le masque de l'antisionisme. Or, encore une fois, il y a une autre traîtrise de chez ces antiracistes, qui est de ne pas voir aujourd'hui qui porte le nouveau racisme, un nouveau racisme anti-français, anti-blanc, antisémite, et ceci est dramatique également, car on ne peut pas prétendre avoir une posture humaniste et ne pas entendre d'un côté le peuple et d'un autre côté ne pas entendre non plus les forfaits que font ces nouveaux antisémites. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, vous savez, un des auditeurs a parlé de Mitterrand. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 83, je ne sais pas si vous vous rappelez, Yvan Rioufol, c'est que la même année, Mitterrand a imposé Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité. Oui. La première fois que Jean-Marie Le Pen pouvait faire une émission sur Heure de grande écoute, c'était François-André Virieux. Et la même année, il a lancé SOS Racisme. Absolument. Comme par hasard, pour bien avoir les deux roues de la balance. Et le président actuel persiste à criminaliser, dans le fond, toute cette opposition qui est représentée par le Front National, par la force des choses, parce que personne d'autre aujourd'hui n'essaie d'être le porte-parole de cette France-là. Mais c'est très abusif, et donc il pense, lui, Macron, pouvoir être réélu à nouveau en criminalisant cette opposition-là. Mais je pense que ce jeu devient un jeu perdant. Alors justement, oui... Tout de suite, on accueille... on remercie d'abord Bernard, on accueille Martin au 0826 300 300. Bonjour à vous, Martin. Oui, bonjour Martin. Oui, bonjour monsieur. Et moi, je vous appelle au sujet de ce que vous avez dit sur notre maire, vous appelle du 15e arrondissement de Paris. Vous avez traité Madame Hidalgo de folle. Je trouve pas ça non, j'ai cité un tweet. Non, vous avez dit folle parce qu'elle fait des trous partout. Oui, attendez, les juste... trous qu'elle fait, ce sont des travaux qui sont très utiles. Je pense qu'elle est pas folle, elle sait ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle a fait beaucoup de choses très valables. Les aménagements de la place de la Nation, de la place de la Bastille, l'élargissement de beaucoup de trottoirs. Martin, attendez. Martin, écoutez-moi 2 secondes. Je voulais vous dire simplement que ce n'est pas moi qui ai dit qu'elle était folle. J'ai cité un tweet d'un tweetos qui a dit, il a parlé, il a dit c'est le folle qui fait des trous. Non, je voulais simplement préciser ça, parce que je prends tout à fait ce que je dis et j'assume ce que je dis. Là, j'ai cité quelqu'un qui a tweeté cela. Voilà, c'est juste. Allez-y, je vous en prie. Vous le prenez à votre compte. C'est ça que je trouve pas normal. Non, je l'ai pas pris à mon compte. Autant j'ai apprécié tout ce que vous avez dit avant sur ces deux. Alors vous allez me dire c'est facile. Je suis pas fanatique de Madame Hidalgo. Je voterai pour elle parce que de tous ces gens-là, c'est la seule qui est un peu sensée. Martin, je vais vous dire. Alors si vous voulez qu'on discute avec Madame Hidalgo, moi j'aurais aussi beaucoup de choses à dire parce que je trouve lamentable ce qu'elle a fait sur les voies sur berge. Je trouve lamentable. Vous savez, je suis parisien depuis 50 ans. Alors si vous voulez qu'on parle de Madame Hidalgo, j'en parle. Jamais on a eu autant d'embouteillages, jamais Paris n'a été aussi encombré, jamais Paris, soi-disant pour libérer de la pollution, n'a été aussi pollué que par ces travaux, par ces trottinettes, par ces bicyclettes, par tout ça. Vous savez que les piétons de Paris aujourd'hui, c'est eux on doit marcher à pied. C'est eux qui sont... Jamais ça a été comme ça, même sur Bertrand Delanoë. Alors Martin, excusez-moi, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous convie, parce qu'on écoute tout, on se rappelle et on parle de ça avec plaisir. C'est une chose qu'on vous promet, Martin. Vous voyez, vous aurez toujours le droit de prendre la parole d'ailleurs, et on en reparlera de ces sujets des municipales. Mais vous me l'avez mis en colère, mon André Berkoff, sur Sud Radio, en tout cas. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci à notre invité, Yvan Rioufol, d'être intervenu aussi. Merci
Sud Radio. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Les Traîtres. C'est publié chez Pierre-Guillaume Deroux. La journée continue sur Sud Radio. On retrouvera André Berkoff demain à midi dans tous ses états. Mais pour l'heure, on va retrouver Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Jacques Pessis qui aujourd'hui reçoit Jean-Jacques Lafont. Belle journée à vous sur Sud Radio.